étudie la demande de la part de l'employeur. Si la demande est acceptée, l'employeur pourra fournir le numéro de IMT au candidat qui procédera à la demande de permis de travail. Mais à noter que les frais sont assez importants. Il y a pas mal de documentation à fournir et les frais ne sont pas remboursables à l'employeur, même si la demande de IMT est refusée. Donc, c'est un processus qui est la norme, mais quand l'employeur a une option de passer par le deuxième programme, c'est vraiment favorable à votre candidature. Le deuxième programme, donc, c'est le programme de mobilité internationale. Il s'agit d'une série de dispenses d'études d'impact sur le marché du travail. L'employeur a donc simplement à s'entendre avec le candidat pour émettre l'offre d'emploi. Il va enregistrer l'offre d'emploi avec tous les détails sur son entreprise, sur le poste à occuper, les tâches, les responsabilités, le salaire, les conditions, le lieu de travail. Il va aussi identifier le candidat qu'il souhaite embaucher. Tout ça sera fait sur le portail des employeurs d'IRCC et l'employeur va ensuite transmettre le numéro de l'offre au candidat pour qu'il puisse soumettre sa demande de permis de travail. Donc, un processus plus simple, moins coûteux pour l'employeur, puisque les frais de conformité sont moindres que les frais de IMT et remboursables si jamais le permis n'est pas émis. Alors, quelle est la logique derrière les dispenses de IMT? Il peut s'agir d'accords ou d'ententes. Ça peut être des accords internationaux comme des accords de libre-échange qui vont faciliter la mobilité de certains professionnels. Il peut s'agir d'ententes avec les provinces. Par exemple, si une province a déjà désigné un candidat comme candidat de la province en vue d'obtenir la résidence permanente, si un employeur dans cette province l'attend, il pourra obtenir un permis de travail sans EIMT pour partir, commencer à travailler au Canada en attendant que sa demande de résidence permanente soit finalisée. Il peut s'agir aussi d'intérêt pour le Canada, un avantage important, par exemple, un entrepreneur qui va créer de l'emploi et de la richesse au Canada sans forcément s'y installer à long terme, pourra obtenir le permis de travail pour cette activité sans EIMT. Si une société internationale a une filiale au Canada, il pourra envoyer ses cadres supérieurs ou bien des gens avec des connaissances techniques spécifiques à l'entreprise. Donc, par le biais d'une mutation intra-société, toujours sans EIMT. Je vais entrer dans plus de détails sur les autres exemples ici à l'écran. Mobilité francophone, les emplois réciproques, notamment sous les accords bilatéraux d'échange de mobilité des jeunes. Et puis aussi, je ferai le point sur les possibilités pour les personnes qui accompagnent les travailleurs temporaires et les étudiants. Tout d'abord, donc, Expérience internationale Canada. C'est un peu une exception dans toute l'information que vous obtiendrez aujourd'hui concernant les programmes d'immigration temporaire ou permanente, dans le sens que c'est sur la base d'ententes entre le Canada et 36 pays maintenant, dont la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, parmi les pays francophones. Ce sont des ententes réciproques pour la mobilité des jeunes, donc jeunes au sens large, 18 à 35 ans, 30 ans pour certains pays qui ont fait le choix de limiter à cette tranche d'âge. Quand je dis que c'est l'exception, c'est le seul moment où il y a des restrictions par rapport à la nationalité ou à l'âge du candidat. Et c'est parce que c'est pour favoriser une expérience internationale pour les jeunes Canadiens et les ressortissants des pays avec qui nous avons des accords. Donc, pour Expérience internationale Canada, il y a 3 catégories. La catégorie vacances-travail, là, il s'agit d'un permis de travail ouvert qui est valable jusqu'à 24 mois. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une offre d'emploi à l'avance. Une fois sur place au Canada, on peut prendre n'importe quel emploi dans n'importe quelle partie du pays et changer tant qu'on veut dans la limite de validité du permis. L'inconvénient de cette catégorie, c'est qu'il y a plus d'intérêt que de place. Donc, c'est sur une base de tirage au sort. On ne peut pas garantir qu'un candidat même éligible aura une place dans l'année en cours.
Les deux autres catégories ne sont pas sur une base aléatoire parce qu'il y a une offre d'emploi ou une offre de stage. Et ça veut dire donc qu'il y a un employeur qui les attend au Canada. Tant qu'il y a des places dans les quotas annuels, la personne recevra une invitation à aller de l'avant avec la demande de permis de travail. Donc, jeune professionnel, il faut une offre d'emploi. Il faut que ça soit dans le champ de compétences du candidat et ce permis peut aller jusqu'à 24 mois. Stage coop international, c'est pour les étudiants qui ne vont pas étudier au Canada, mais qui veulent faire leur stage pratique au Canada. Là aussi, un permis allant jusqu'à 24 mois. Le nombre de participations pour un individu est limité. Le nombre de places dans chaque catégorie pour chaque pays, chaque année aussi, c'est décidé conjointement pour chaque saison. Donc, si vous êtes éligible, si vous avez entre 18 et 35 ans et que votre pays a un accord avec le Canada, je vous invite à regarder les spécificités et faire la demande en ligne sur le site canada.ca/EIC. Le processus, donc, est de déterminer son admissibilité, d'indiquer son intérêt en devenant candidat. Vous serez dans le bassin EIC. Et ensuite, vous attendez de recevoir une invitation à présenter une demande. Invitation qui sera, comme je le mentionnais, sur la base d'un tirage au sort pour la catégorie vacances-travail, le fameux PVT. Et la quatrième étape, c'est donc la demande de permis de travail. Une exemption de IMT qui est très intéressante pour vous, qui n'a pas de critères d'âge, qui n'a pas de critères de nationalité ou de pays de résidence, donc est ouvert aux candidats partout au monde, c'est le volet mobilité francophone. Comme le nom l'indique, c'est pour des candidats francophones qui ont donc le français pas forcément comme langue maternelle, mais comme langue d'usage. Ça ne veut pas dire que la langue de travail au Canada sera le français. Ça pourrait très bien être l'anglais majoritairement ou uniquement. L'important pour nous, c'est qu'il y ait plus de francophones qui s'établissent au Canada dans les provinces et territoires autres que le Québec. Vous l'aurez compris, donc, il faut une offre d'emploi. Il faut que ce soit pour un poste qualifié. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Et il faut que le lieu de travail soit dans une des 9 provinces ou les 3 territoires autres que le Québec. Donc, le processus, puisqu'on est sous le programme de mobilité internationale, l'employeur soumettra la demande ou l'offre d'emploi plutôt sur le portail de l'employeur, vous fera parvenir le numéro d'offre et vous pourrez faire la demande. Il sera important donc de démontrer que vous êtes francophone. On exige un niveau au moins intermédiaire avancé, ce qui correspond au niveau 7 de notre norme des compétences linguistiques du Canada. Un test français n'est pas toujours obligatoire, mais il est fortement recommandé si vous êtes dans un pays où la langue de l'enseignement n'est pas le français. Et dans ce cas-là, vous pouvez fournir avec la demande des preuves de votre éducation, votre expérience en français, mais il se peut fort bien qu'on vous demande de passer un test de français. Les résultats du test restent valides 2 ans. Donc, si vous avez l'intention de faire une demande de résidence permanente, eh bien, ça peut servir à ça aussi. J'ai mentionné que mobilité francophone, c'est pour des postes qualifiés. Je vais vous expliquer un petit peu comment on considère les différents postes. Ce que vous voyez ici, c'est un tableau qui parle de la classification nationale des professions. Si vous étiez familier avec la version utilisée jusqu'au mois de novembre dernier, c'était la version de la CNP de 2016. On est passé maintenant à la version 2021 qui change la façon de regarder les différentes professions au Canada et de les classifier en termes de formation, études, expérience et responsabilité, le faire. Et ensuite, par niveau de complexité, on pourrait dire. Donc, la durée, une catégorie de faire est définie, entre autres, par la durée et le type de formation ou d'éducation requis pour entrer dans la profession et exercer les fonctions. Mais elle tient compte aussi de l'expérience requise et la complexité des responsabilités.
Donc, pour certains postes, des postes de gestion, il n'y a pas forcément des critères en termes d'études, mais ce sont des personnes qui vont gérer des équipes, prendre des décisions. Et donc, ça va être beaucoup sur la base d'expérience. Quelques exemples, donc, responsable du marketing, un directeur financier, un directeur d'hôtel, un responsable de réseau informatique, ce serait dans les postes de gestion et donc le faire 0. Le faire 1, ce sont des professions qui nécessitent généralement un diplôme universitaire. Donc, il y a des exemples dans le domaine financier ou des ingénieurs, par exemple, en informatique. Les enseignants feraient partie également, par exemple. Pour le faire 2, il s'agit de professions qui, en général, nécessitent un diplôme d'études collégiales, collégial au sens canadien, donc postsecondaire, mais plus court, professionnalisant, ou bien un apprentissage de 2 ans ou plus. Et aussi, ça peut inclure des postes où il n'y a pas forcément ce niveau d'études requis, mais qui inclut des tâches de supervision. Donc, quelques exemples, un technicien en réseau informatique, technologue en laboratoire médical, cuisinier, par exemple, ferait partie du faire 2. Faire 3, ce sont des professions pour lesquelles, en général, il faut aussi des études postsecondaires professionnalisantes, un apprentissage de moins de 2 ans ou une formation sur le tas, en cours d'emploi, de plus de 6 mois. On peut prendre quelques exemples à nouveau dans les métiers de bouche ou dans la santé, les boulangers-pâtissiers, par exemple, les assistants dentaires. Donc, les FER 0, 1, 2 et 3 sont considérés des postes qualifiés et entrent en ligne de compte donc pour l'exemption de l'EMT dans le volet mobilité francophone. D'autres possibilités existent pour les FER 4 et 5, mais en général, il faudra une EIMT pour ces professions-là. Comment savoir à quoi correspond votre profession dans la classification nationale des professions? Je vous conseille d'utiliser l'outil Trouver la CNP. Vous le trouverez sur le site d'IRCC, donc canada.ca/immigration. Si vous connaissiez votre code sous la CNP 2016, il y a un tableau de correspondance que vous pouvez utiliser. Mais il y a eu vraiment une révision. On a tenu compte d'évolution du marché du travail, notamment dans les technologies de l'information et des communications. Il y a des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. Et donc, c'est toujours important, même si vous croyez connaître votre code de la CNP, de bien lire le descriptif, de bien faire attention aux tâches principales, aux responsabilités et aux conditions d'accès à la profession. Et une petite astuce, on parle souvent des professions exclues de cette définition. Parfois, ce sont des professions qui se rapprochent et ça peut être là où vous trouverez la correspondance pour votre profession. Peu importe la catégorie, le volet dans lequel vous allez faire la demande de permis de travail, c'est très important de déposer une demande très complète et convaincante. C'est ça qui permettrait à un agent d'être satisfait que vous rencontrez les exigences pour le programme et aussi les exigences spécifiées par l'employeur dans son offre d'emploi. On ne vous connaît pas, c'est à vous de nous faire connaître votre parcours, vos compétences, votre formation, votre expérience. Tout d'abord, il sera important d'identifier les bons formulaires. Il y a un outil qui s'appelle Vivre au Canada ou Venir au Canada qui vous permettra de répondre à quelques questions pour être renvoyé vers la bonne trousse de demandes, les bons formulaires et les bonnes instructions. Donc, à la base, il y a le formulaire de demande de permis de travail présenté à l'extérieur du Canada et un formulaire d'information sur la famille. Vous verrez aussi qu'il y a un formulaire de recours au service d'un représentant et autorisation de communiquer des renseignements personnels. Ce n'est absolument pas obligatoire. On y reviendra à la fin de la présentation. Ce n'est pas nécessaire de faire appel à un représentant, mais si vous décidez de vous faire représenter, on ne pourra pas communiquer avec cette personne si vous n'avez pas signé le formulaire d'autorisation. Les documents complémentaires, votre employeur précédent ne voudra pas détailler ça dans une lettre,
mais votre contrat d'embauche, vos évaluations annuelles, vous pouvez avoir sous la main d'autres documents qui démontrent ce que vous avez fait pendant ces périodes d'emploi. Il nous faudra aussi des copies de vos diplômes ou certificats professionnels pertinents. Si le poste est au Québec, il faudra aussi, dans la plupart des cas, un certificat d'acceptation du Québec. On aura besoin de certains renseignements personnels également. Gardez à l'esprit qu'il faut un passeport pour voyager au Canada, pas simplement une carte d'identité. Et on suggère fortement que le passeport soit valide pendant la durée de votre séjour au Canada. Ça évitera d'avoir à demander un renouvellement de votre permis de travail. On peut vous demander un extrait de casier judiciaire pour chaque pays où vous avez résidé pendant 6 mois ou plus depuis vos 18 ans et des documents d'état civil, de mariage ou d'union de fait, si votre conjoint, votre conjointe vous accompagne. On peut vous demander aussi, et ça sera dans certaines listes de contrôle, dépendant du bureau qui traitera votre demande, on peut demander des relevés bancaires sur les 6 derniers mois. Il faudra payer des frais. Les frais pour la demande de permis de travail sont de 155 $ canadiens actuellement. Les paiements doivent se faire en ligne, donc forcément avec une carte bancaire internationale. Et le reçu sera joint à votre demande. Une fois que vous aurez soumis la demande en ligne, avant qu'elle soit examinée, pour considérer que la demande est complète, il nous faut vos données biométriques. Il s'agit d'une photo et d'empreintes digitales avec en parallèle les données de votre passeport. Certaines personnes pensent que s'ils ont un passeport biométrique, ils n'ont pas besoin de faire la biométrie pour les fins de l'immigration au Canada, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, vous serez invité à prendre rendez-vous et vous déplacer dans un centre de réception des demandes de visa pour faire la biométrie pour le Canada. Ça s'applique à tous les demandeurs qui ont âgés entre 14 et 79 ans, tous les demandeurs de permis d'études et de permis de travail. Les citoyens américains en sont dispensés. Vous recevrez donc, comme je le disais, la lettre d'instruction une fois que vous aurez fait le paiement et soumis les formulaires complétés. C'est sur rendez-vous uniquement, inutile de vous déplacer dans un CRDV sans le rendez-vous, mais vous pouvez prendre rendez-vous dans n'importe quel CRDV partout au monde. Vous n'aurez qu'à le faire une fois tous les 10 ans si vous faites une nouvelle demande de permis de travail ou si vous décidez de reprendre des études au Canada. Cette biométrie prise pour la demande de permis de travail restera valide. Toutefois, si vous faites une demande de résidence permanente, il sera obligatoire de refaire la biométrie pour ces faits-là. Un examen médical peut être requis. Dans ce cas, vous recevrez les instructions. Le but, c'est de protéger la santé du public canadien, mais ça peut aussi déceler une condition qui peut être traitée avant votre départ. C'est pour les séjours des personnes qui ont séjourné pendant 6 mois ou plus dans des pays sur une liste, dont des pays à plus fort risque de certaines maladies contagieuses. La liste de ces pays est disponible en ligne. Peu importe où vous avez habité, si vous allez travailler avec des enfants ou en soins de santé, un examen médical sera requis. La visite médicale doit se faire par un médecin désigné par IRCC, donc pas votre médecin traitant. Il y a des centaines de médecins désignés à travers le monde. À vous de choisir parmi la liste. Les frais vont varier. Gardez à l'esprit qu'ils ne sont pas remboursables par votre caisse d'assurance maladie locale, puisque c'est pour des fins administratives. Les tarifs varient selon le pays. Donc, vérifiez quand vous prenez le rendez-vous pour les frais du médecin, mais aussi les frais de laboratoire pour les prises de sang et la radiographie pulmonaire. C'est possible de faire la demande à l'avance, mais c'est à vos risques. Vous préférez peut-être attendre que l'évaluation de la demande soit débutée. Si ça s'oriente vers une acceptation, l'agent émettra les instructions. Vous recevrez donc les instructions complètes pour prendre la visite, le rendez-vous pour la visite médicale.
Pour mobilité francophone, je mentionnais les résultats de tests de langue pourraient être demandés. Fortement recommandé de les fournir avec la demande de permis de travail, à moins d'avoir toujours vécu, par exemple, en France et faire toute votre scolarité en français. Les tests qui sont acceptés pour l'immigration sont le TEF Canada et le TCF Canada. Comme je le mentionnais, ce sont les mêmes tests pour la résidence permanente et les résultats restent valides 2 ans. Si vous faites une demande de permis de travail, on va vous demander à un certain moment dans le processus si vous voulez faire aussi une demande pour un membre de votre famille qui vous accompagnerait au Canada. Il peut s'agir de votre époux, épouse ou conjoint de fait. Conjoint de fait, c'est quelqu'un avec qui vous résidez en tant que couple sous le même toit depuis au moins 1 an, sans être marié. Donc, époux ou conjoint de fait est éligible pour un permis de travail ouvert sous certaines circonstances. Si votre contrat de travail est de 6 mois ou plus, et en fait, c'est élargi maintenant. Jusqu'à récemment, c'était seulement si vous occupez un poste qualifié, mais ça s'est élargi et donc, peu importe le type de poste que vous occupez au Canada, votre époux, épouse ou conjoint de fait peut demander un permis de travail ouvert. Si cette personne veut vous accompagner sans forcément travailler, elle demandera soit un visa de résident temporaire ou bien une autorisation de voyage électronique. La différence, les pays exemptés de visa peuvent demander simplement l'AVE sans avoir une vignette collée dans le passeport. Vos enfants à charge peuvent vous accompagner aussi. Sous la législation sur l'immigration au Canada, un enfant est considéré à charge jusqu'à l'âge de 22 ans. Si l'enfant a plus de 6 ans et intégrerait une école primaire ou secondaire au Canada, il faut demander un permis d'études, mais pas forcément avoir besoin d'une lettre d'admission d'une école. On va prendre pour acquis qu'une fois au Canada, vous allez trouver l'école locale la plus proche de là où vous allez habiter et ils vont accepter à inscrire l'enfant, peu importe le moment de l'année. Pour les enfants à charge qui seront plutôt aux études postsecondaires, là, il faut une lettre d'admission d'un collège ou d'une université au Canada avant de pouvoir faire la demande de permis d'études. Pour les enfants de moins de 6 ans, donc avant l'âge obligatoire de scolarisation, il faudra demander soit un visa ou une autorisation de voyage électronique. Et un autre changement très récent, les enfants à charge qui ont l'âge légal de travailler dans la province où vous serez, et l'âge peut varier, mais ça peut être aussi bas que 14 ans, par exemple. Donc, vos enfants à charge aussi peuvent obtenir des permis de travail ouverts. C'est vraiment dans les habitudes au Canada pour les jeunes de travailler à temps partiel, donc les fins de semaine ou pendant les vacances. Attention, il faut quand même être sérieux par rapport aux études et pas faire trop d'heures, mais ça leur permettrait d'avoir une première expérience de travail au Canada et un peu d'argent de poche aussi. Toute la demande sera soumise en ligne, donc ça veut dire que vous remplissez les documents, vous faites une signature électronique. Tous les documents à l'appui devront être scannés et téléchargés. Et comme je le mentionnais, le paiement des frais se fait par carte de crédit uniquement. La demande sera revue pour être sûr que les éléments essentiels sont bien là. Comme je le mentionnais, on considère qu'une demande est complète quand il y a les formulaires, les frais et la biométrie. La demande sera ensuite revue par un agent de migration et on évalue vraiment sur la base des documents fournis. Donc, ne comptez pas sur le fait qu'on vous demanderait de compléter. C'est vraiment à vous de satisfaire l'agent, que vous rencontrez toutes les exigences de poste et que vous êtes admissible au Canada sur le plan médical, criminel et sécuritaire. Il y a toujours la possibilité de vous convoquer en entrevue et aussi la possibilité de vérifier les documents que vous présentez. Donc, attention, il faut vraiment être très honnête et très précis dans vos déclarations et avec les documents que vous fournissez. Si la demande est en voie d'être acceptée, vous recevrez les instructions si un examen médical est requis.
Si la demande est refusée, vous recevrez une lettre indiquant les raisons pour le refus. Quand une demande est approuvée, vous ne recevez pas le permis de travail par la poste, vous recevez un document électronique qui est une lettre d'introduction. Elle vous sera envoyée par courrier électronique. Si vous avez besoin d'un visa, vous aurez aussi les instructions sur comment faire parvenir votre passeport au CRDV. Si vous êtes exempté de visa, l'autorisation de voyage électronique, l'AVE, est émise automatiquement. Elle sera liée au passeport et non au permis de travail. Donc, même si le permis est valable, par exemple, 1 an, l'AVE restera valable 5 ans. La lettre d'introduction doit être imprimée. Vous allez la présenter au moment de l'embarquement et aussi quand vous arrivez au Canada, au point d'entrée, donc aux douanes. Vous serez orienté vers le bureau d'immigration à l'aéroport pour obtenir le permis de travail. Donc, ce permis vous est remis au point d'entrée, les permis et les autorisations aussi pour les membres de votre famille qui vous accompagnent, ces permis tenant lieu de titre de séjour. Il est possible d'utiliser les services d'un représentant en immigration, mais comme je l'indiquais, ce n'est ni obligatoire ni interdit. Il n'y a aucun traitement prioritaire ou favorable garanti avec l'utilisation d'un représentant. Toutes les demandes sont traitées de la même façon. On fait en sorte que tous les formulaires, les instructions soient disponibles gratuitement sur le site Web. Au moment où vous complétez le formulaire, si vous n'êtes pas certain de ce qu'on vous demande exactement, il y a une petite bulle d'aide qui va s'ouvrir, qui vous expliquera en détail ce qu'on attend, ce qu'on entend par la question qui est posée et quel type de réponse vous pouvez donner. Si vous décidez de faire appel à un représentant, assurez-vous que c'est quelqu'un qui est vraiment autorisé à vous représenter. Ça veut dire un avocat inscrit à un barreau au Canada. Pour le Québec, les notaires aussi sont autorisés. Et il y a aussi des représentants en immigration qui doivent faire partie d'une association, qui doivent avoir passé des examens et avoir vraiment une accréditation. Malheureusement, il y a beaucoup de fraudes et d'arnaques associées à l'immigration, en particulier vers le Canada. Donc, je vous encourage à consulter cette page du site du gouvernement du Canada pour vous aider à détecter la fraude, à ne pas être victime et aussi à savoir comment signaler les tentatives de fraude si vous les constatez. Ça aidera d'autres candidats à éviter d'être piégés. Et vous avez aussi ici à l'écran le lien pour voir qui peut vous représenter en matière d'immigration. Je vous encouragerais aussi à utiliser le centre d'aide. On constate la plupart des questions qu'on reçoit dans nos boîtes courriels sont des questions qui ont déjà été traitées dans le centre d'aide. Donc, avant de nous écrire, on vous encourage vraiment à utiliser cet outil. Il y a des centaines de questions et réponses qui couvrent toutes sortes de sujets et il y a de fortes chances que vous trouverez les réponses à vos questions dans le centre d'aide d'IRCC. Quelques ressources enfin, toujours important de consulter les sites officiels du gouvernement du Canada. Canada.ca, c'est le site du gouvernement du Canada. Si vous ajoutez / et immigration, vous êtes sur les pages d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. On vous invite à nous suivre, ou continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter. Il y a aussi des comptes Instagram, YouTube de certaines missions et de notre ministère d'IRCC. Si vous avez une demande en cours, vous devez utiliser le formulaire web pour communiquer avec IRCC. Donc, vous avez la référence ici à l'écran. Et pour plus d'informations sur nos activités, pour vous abonner à notre infolettre, on vous invite à consulter la page de Destination Canada Forum Mobilité qui inclura d'autres activités comme celle d'aujourd'hui, des forums dans des secteurs spécifiques. Je vous remercie de votre attention. On va passer maintenant à la période de questions et réponses.
Bonjour, merci de votre intérêt, de votre attention. Je vois qu'il y a plusieurs questions en attente de réponse, donc on va se lancer tout de suite. Donc, Isaacar demande, à quel moment peut-on demander un permis de travail? Normalement, il faut avoir une offre d'emploi appuyée soit par une étude d'impact sur le marché du travail, donc où l'employeur a obtenu l'autorisation d'embaucher quelqu'un de l'étranger, ou bien exempté de IMT, mais avec une offre d'emploi qui a été soumise par le portail des employeurs. La seule exception serait un permis de travail ouvert, parce que les autres sont des permis spécifiques à un poste et un employeur. Pour un permis de travail ouvert, évidemment, il n'y a pas d'offre d'emploi, mais il faut rencontrer les exigences. Le cas le plus fréquent, c'est si vous accompagnez votre conjoint, votre conjointe qui a une offre d'emploi et qui va demander un permis de travail lié à un employeur, ou bien un conjoint, une conjointe qui va faire ses études au Canada. Donc, les détenteurs de permis d'études peuvent être accompagnés par leur conjoint qui peuvent demander un permis de travail ouvert. Mais en règle générale, c'est parce que vous aurez une offre d'emploi et l'employeur aura soit obtenu le IMT ou soumis l'offre sur le portail des employeurs. Omar nous demande s'il y a un permis spécifique pour le secteur d'éthique. La réponse est non, mais vous avez vu que certains permis sont pour des postes qualifiés et tous les postes pertinents pour le forum aujourd'hui sont des postes qualifiés. Donc, déjà, ça vous donne une liste de plus d'une vingtaine de postes dans l'éthique que nous avons identifiés pour le forum. Sachez que tous seraient éligibles, par exemple, pour mobilité francophone. À noter aussi que les postes hautement qualifiés, donc les postes de gestion et les postes professionnels, sont éligibles à un traitement plus rapide sous la stratégie des compétences mondiales. Donc, beaucoup de postes dans l'éthique seraient éligibles pour ça aussi, mais pas de permis spécifique pour le secteur. Zora demande, est-ce que je peux changer d'emploi si j'ai un permis de travail sous mobilité francophone? Donc, mobilité francophone octroie un permis qui est spécifique à un emploi et un employeur. Si vous souhaitez changer d'emploi, il faudra être qualifié à nouveau pour un autre permis de travail. Ça peut être à nouveau sous mobilité francophone. Comme on l'a vu, il n'y a pas de limite au nombre de fois dont on peut en bénéficier, mais il faudrait faire la demande. Donc, ça va supposer une période d'attente dans la plupart des cas avant de pouvoir commencer votre nouveau poste. Agitab nous dit qu'il a un profil entrée express et avoir essayé plusieurs fois auprès des employeurs pour un emploi qui serait considéré sous mobilité francophone, mais a constaté que les employeurs ne donnent pas beaucoup d'attention à sa candidature parce qu'il est à l'international. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne connaissent pas très bien les programmes d'immigration, qui ont d'office l'impression que ce sera compliqué pour eux de faire une démarche pour embaucher quelqu'un de l'extérieur. Donc, c'est important de bien connaître les programmes auxquels vous êtes éligible. Si vous êtes éligible pour mobilité francophone, peut-être inclure dans votre candidature le lien vers la page du site qui l'explique du point de vue de l'employeur. Il y a une section qui parle d'embaucher des candidats francophones et ça s'adresse vraiment aux employeurs pour leur expliquer la démarche. Et dans la plupart des cas, ça peut les satisfaire que ça ne sera pas très compliqué ou que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais une chose qu'on oublie parfois, c'est que si l'intention, c'est de vous établir à plus long terme au Canada, c'est-à-dire de demander la résidence permanente, il n'est pas nécessaire dans la plupart des cas d'avoir une offre d'emploi. Donc, je vous encouragerais à suivre la conférence qui va suivre, qui traite des demandes de résidence permanente, les différentes catégories, parce qu'une autre option, vous êtes déjà dans le processus entrée express, donc ça veut dire que vous avez pris la décision de vous installer, mais l'offre d'emploi n'est pas forcément nécessaire. Assurez-vous dans ce cas-là d'avoir un maximum de points auxquels vous avez droit. Donc, la conférence qui va suivre sur la résidence permanente
pourrait vous donner quelques indications sur comment améliorer vos chances d'être invité à faire une demande. Une question de Fadil. Si j'ai un CDI, combien de temps durera mon permis de travail? L'employeur devra spécifier dans le IMT ou dans l'offre d'emploi via le portail des employeurs une durée. Mais c'est vrai qu'au Canada, le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est vraiment la norme. La plupart des emplois offerts seront des emplois permanents. Une partie de la raison, c'est que la loi, la législation, le droit du travail est plus souple. Donc, si l'employeur n'a plus besoin de vous ou pendant la période probatoire, si les choses ne se passent pas comme prévu, on peut perdre cet emploi-là, mais c'est pas grave dans le contexte canadien. C'est pas aussi difficile pour l'employeur de se séparer d'un employé. Et pour l'employé, c'est beaucoup moins dramatique que dans certains pays. Donc, oui, dans la plupart des cas, l'intention de l'offre, c'est un poste permanent, mais l'employeur devra spécifier une période donnée, soit dans le contexte de l'IMT, soit dans l'offre d'emploi. Peut-être pour préciser, sous mobilité francophone, rien ne définit une durée maximale du permis. Donc, on a vu des permis valables 2 ans, 3 ans et renouvelables dans ces cas-là, à moins bien sûr d'avoir obtenu la résidence permanente entre-temps. Et là, vous n'avez plus besoin de vous occuper de permis de travail ou de permis d'études selon vos projets au Canada. Adil nous dit qu'il a un permis de travail ouvert du Québec, valide 3 ans, et se demande si c'est possible de travailler pour un employeur hors Québec, tout en vivant au Québec, donc travailler à distance. Tout d'abord, en général, les permis de travail ouverts pour le Canada sont valables pour l'ensemble du pays. L'exception, c'est si vous êtes en voie de devenir résident permanent et vous êtes déjà sélectionné par la province. Et là, on s'attend à ce que vous résidiez, que vous travaillez dans la province où vous allez vous établir. Ce qui n'empêcherait pas du tout de travailler à distance, puisque vous vivez dans la province qui vous a sélectionné. Mais vérifiez bien le permis. S'il n'y a pas de restrictions géographiques, ça veut dire que vous pouvez travailler n'importe où au Canada, même en vous déplaçant vers une autre province ou un territoire. Une question de Paul. Si je vis au Québec, mais je travaille à Ottawa, donc dans la province de l'Ontario, puis-je bénéficier d'un permis de travail mobilité francophone? La réponse est non. J'ai mentionné que le lieu de travail doit être au Québec, mais il est attendu que le lieu de résidence le sera aussi. Ce programme est vraiment pour encourager plus de francophones à vivre et travailler dans des provinces et territoires autres que le Québec. Et donc, il serait attendu que vous résidiez aussi sur le côté ontarien de cette région du Canada. Une question d'Éric maintenant. Est-ce que le nombre de membres de la famille qui vous accompagnent peut influer sur la sélection? Est-ce que ça peut être négatif ou positif? En fait, en tant qu'agence, ce qu'on peut vouloir regarder, c'est le salaire qui est proposé et voir si ça serait suffisant pour faire vivre les membres de la famille qui vous accompagnent, en plus de vous en tant que travailleur. Et même si votre conjoint, votre conjointe peut obtenir un permis de travail ouvert, il n'y a pas de garantie qu'il y aura du revenu dans l'immédiat. Et donc, dans ces cas-là, ça peut avoir une influence, pas sur votre demande, mais sur les demandes éventuelles des membres de la famille. Donc, on regarde et ça peut être intéressant d'utiliser comme point de référence les fonds d'établissement qui sont requis pour les demandes de résidence permanente. Ça vous donne ce qui est considéré, on pourrait dire, le seuil de la pauvreté, donc un montant qui est juste suffisant pour subvenir aux besoins de base, logement, nourriture, transport, mais sans aucun luxe. Ça vous donne une idée du montant que ça représenterait selon la composition familiale. Donc, dépendant du poste qui vous est proposé, du salaire qui vous est proposé, il pourrait y avoir une incidence sur le fait qu'on accorde ou non
des permis et des visas aux membres de la famille. Une question d'Arthur maintenant. This question is in English. I would like to know the impact of the test score on the immigration process. My question is related to a work permit. The language test would only be required in the case of Francophone Mobility Stream, and the level that is required is equivalent to the Canada Language Benchmark Level 7. So the test score would have an impact. If it's below that, then it would be considered that you are not eligible for that stream. Donc, pour traduire, la question, c'est quel serait l'impact éventuel de la note obtenue dans les tests de langue, dans le contexte d'une demande de permis de travail. Donc, en général, le test est demandé seulement pour évaluer l'éligibilité au volet mobilité francophone. Un minimum de niveau 7 selon les normes des compétences linguistiques du Canada est requis. Si le résultat est plus bas que ça, la demande sera refusée parce que le candidat ne serait pas éligible pour ce volet. Suleiman demande s'il est nécessaire de faire une équivalence des diplômes ou est-ce qu'il existe une exemption pour certains postes. En fait, dans le contexte d'une demande de permis de travail, on ne demande pas de faire évaluer les diplômes. Si vous avez une offre dans une profession réglementée, par exemple pour être médecin ou avocat, l'agent pourrait exiger la preuve que vous êtes inscrit à l'ordre ou en voie de l'être, c'est-à-dire que vous pourrez vraiment exercer cette profession au Canada. Mais en général, l'équivalence ou l'évaluation des diplômes d'études intervient seulement dans les demandes de résidence permanente, qui sera le sujet de notre prochaine conférence. Je pense qu'on a encore 2 ou 3 minutes, donc on continue avec une demande de Julio. J'ai actuellement un visa de visiteur valide pour le Canada. Est-il possible de faciliter le processus de permis de travail en obtenant une offre d'emploi alors que vous êtes physiquement au Canada, ingénieur de système avec de l'expérience professionnelle et bilingue? En fait, il y a un règlement temporaire qui vient d'être prolongé. En temps normal, en tant que visiteur au Canada, on ne peut pas soumettre la demande de permis de travail. Il faut quitter le Canada et entrer à nouveau quand la demande de permis est approuvée. Mais il y a une souplesse qui a été mise en vigueur pardon, pendant la pandémie de la COVID-19 et qui vient d'être prolongée pour le moment. Donc, actuellement, il est possible, avec un statut de visiteur au Canada, de soumettre une demande de permis de travail et d'attendre sur place d'obtenir le permis. Il faut faire attention quand vous arrivez au Canada, si vous arrivez comme visiteur et que l'agent au point d'entrée a l'impression par vos déclarations, par les courriels que vous avez, parce qu'il a accès à votre téléphone, à votre boîte mail. S'il a l'impression que vous arrivez pour travailler sans avoir l'autorisation, vous pourrez être refoulé, pas admis au Canada. Donc, si vous partez comme visiteur au Canada, assurez-vous que c'est vraiment pour une visite. Si vous décrochez un poste, actuellement, vous pourriez faire la demande de permis de travail à partir du Canada. Dernière question pour aujourd'hui. Donc, Rokhaya demande de préciser à nouveau, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une offre d'emploi pour demander un permis de travail? La réponse, c'est dans la plupart des cas, oui. L'exception, c'est ce qu'on appelle un permis de travail ouvert, mais il faut soit être éligible à un programme comme le programme Vacances-Travail, donc avoir entre 18 et 35 ans et être ressortissant d'un pays qui a un accord de mobilité des jeunes avec le Canada, avec cette catégorie Vacances-Travail qui donne un permis ouvert. Ou bien, si on accompagne un étudiant international ou un travailleur temporaire international en tant que conjoint, là aussi, il y a des possibilités. Mais dans tous les autres cas, la clé, c'est vraiment l'offre d'emploi. Je rappelle que l'offre d'emploi n'est pas obligatoire pour une demande de résidence permanente. Et sur ce, je vous invite à me joindre dans quelques minutes pour la session sur la résidence permanente au Canada. Merci encore de votre attention. Bonne chance dans vos démarches et à bientôt.